Et le journaliste, en même temps, il faisait quelques jeux de mots avec l'histoire de Dracula. J'ai trouvé que c'était une super idée. Donc, j'ai dit qu'il fallait absolument que je prolonge ça et l'idée du roman est née. D'accord. J'ai également eu la chance, pendant que j'écrivais le roman, de participer à la présentation du métier de garde forestier, que j'ai trouvé absolument passionnant. Dans quel cadre tu as eu cette expérience? Alors, j'étais en vacances et, en Vendée, et il y a la municipalité qui nous a proposé de suivre un garde forestier dans la forêt, qui nous a expliqué son travail. D'accord. Voilà. Ça doit être super. C'était très très intéressant. D'accord. Alors, il nous parle de forêt primaire dans ce roman. De quoi il s'agit finalement? Parce que moi-même, j'ai une vague idée de ce que c'est, mais pas forcément très précise. D'accord. Alors, une forêt primaire, c'est une forêt qui n'a été ni modifiée, ni exploitée, ni défrichée par l'être humain. Jamais. Enfin, qui est une forêt d'origine, en fait. Et qui comporte des espèces indigènes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de participer à la conférence juste avant. J'étais pas, mais... Voilà, donc vous allez voir des points un petit peu entre les deux conférences, mais elles sont complémentaires. Et la forêt primaire, en fait, c'est à la fois un pourrissoir et un germoir, comme on dit. Parce qu'en fait, on ne retire rien, on n'enlève rien. C'est-à-dire que même les arbres qui sont morts, les feuilles mortes, tout tombe au sol. Et ça va permettre la fertilité des sols. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est très important de garder il y a des arbres morts qui restent debout, il y en a qui tombent au sol, il y a aussi des souches qui restent, et tout est très important, parce qu'il y a des espèces animales et végétales qui vont trouver un hébergement sur chacun de ces différents hôtes. D'accord. Voilà, donc en fait, ça permet une biodiversité exceptionnelle de garder l'ensemble des végétaux, D'accord. des animaux. Alors moi je suis très très naïve, mais alors je croyais qu'il fallait un peu entretenir quand même la forêt, pour les feux, contre les feux et tout ça. Et en fait, tu as l'air de dire que pour le coup, c'est pas forcément le mieux. Non, plutôt au contraire. C'est vrai qu'on apprend toujours en école de foresterie, donc aux étudiants qui seront des futurs gardes forestiers, qu'une forêt dont on ne s'occupe pas, c'est une forêt qui s'étouffe et qui meurt. Ouais. Et c'est vrai que c'est quand même assez présomptueux, parce que les forêts, elles existent depuis avant nous, depuis le Dévonien. Donc comment elles auraient fait ces pauvres forêts pour survivre sans nous? Ouais. Il y a Francis Allais, qui est un botaniste français qui dédie sa vie aux forêts primaires, qui dit que en fait, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour se rendre compte qu'on est dans une forêt primaire, parce que c'est avant tout la beauté qui prime, et ça va être aussi une forêt qui est vivante. Et il y a un de ses étudiants qui dit qu'on pourrait comparer une forêt primaire à un champagne millésimé, quand une forêt secondaire, comme on a surtout nous en Europe de l'Ouest, ça va être plutôt comparable à un verre de coca tiède. Donc ça donne pas très envie. Effectivement. Et alors j'imagine que dans les forêts primaires, il y a plus de diversité d'espèces, d'arbres, d'animaux, etc. Oui, exactement. La forêt primaire, elle va permettre plusieurs choses. Elle va permettre, déjà, ça va être un réservoir de carbone, puisque les arbres vont pouvoir séquestrer le carbone. Ça va également permettre de réguler la température. On parle de réchauffement climatique. Vous avez sans doute déjà remarqué que quand on va en forêt, on se retrouve avec une certaine fraîcheur. Ça va permettre aussi de maintenir les sols grâce aux racines. Et quand il n'y a pas ça, quand il va y avoir des intempéries, il va y avoir plus facilement des inondations ou même des glissements de terrain. Et pour finir, ça va permettre aussi de nous protéger des maladies, notamment des zoonoses, comme l'abordait le conférencier juste avant. Pour plusieurs raisons. Déjà, la forêt, ça permet en fait de faire quand même une séparation entre l'homme et l'animal. Sans forêt, il y a plus de contact. Ça va permettre aussi aux grands prédateurs de pouvoir trouver des abris. Parce que si ils n'ont pas d'abri, ils disparaissent, et il y a d'autres espèces qui vont se développer et qui vont être potentiellement plus vectrices de maladies aussi. Et il y a aussi un effet de dilution en fait quand on a une très grande réserve de biodiversité, parce qu'en fait le fait d'avoir plein d'espèces différentes, ça va faire que une maladie, elle va contaminer un animal, elle va peut-être en contaminer un autre, et puis au bout d'un moment, elle va se retrouver à contaminer un animal qui ne va pas être un bon hôte pour elle. Et donc ça va permettre de freiner la maladie ou de la bloquer. Et donc c'est ce qu'on appelle l'effet de dilution, ou aussi un cul-de-sac épidémiologique. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Et alors, est-ce qu'il reste beaucoup de forêts primaires dans le monde ?
Alors dans le monde, il y en a quelques-unes. Ouais. Il y en a notamment, il y en a aux États-Unis, il y en a en Russie, au Canada, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Tasmanie. Bon, Voilà. quand même. Voilà. Mais c'est vrai que nous, en Europe, on n'a plus qu'une forêt primaire d'importance. Et on se retrouve avec, surtout, sur la partie Europe de l'Ouest, on n'a plus que des lambeaux de forêt primaire. Il y a l'université de Berlin qui a édité en 2018 un inventaire des forêts primaires pour toute l'Europe. Et elle a recensé qu'il y avait 1,4 million d'hectares répartis sur 34 pays. Si on fait un petit calcul, bon, évidemment, ce n'est pas réparti uniformément sur tous les pays et tous les pays n'ont pas la même taille, mais ça donnerait 40 000 hectares de forêt primaire par pays. Et pour vous donner un ordre de comparaison, la forêt de Fontainebleau, elle fait 25 hectares. Ça veut dire qu'il y a l'équivalent de 1,6 forêt de Fontainebleau en forêt primaire par pays et uniquement sous forme de lambeaux de forêt. Ouais. Et puis j'imagine que quand c'est des lambeaux, ça n'a pas du tout. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait les animaux ils peuvent pas se déplacer de l'une à l'autre. Voilà, c'est quand même. Il reste en France un peu. En France, c'est ça, il y a quelques petites parcelles, mais dans toute l'Europe de l'Ouest, il n'y a pas. Il y a en France. En France, alors je ne saurais pas vous dire après, parce que vraiment c'est éparpillé. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en Europe de l'Ouest, il n'y a plus de forêt primaire d'importance. Bon, et j'imagine que ça ne va pas dans le bon sens, c'est plutôt à une tendance à la baisse que. Ça dépend, parce que quand même, comme on commence à se rendre compte de ça, il y a des initiatives qui naissent. Et donc, non, en fait, ça va plutôt quand même dans le bon sens, mais il faut continuer les efforts. Et justement, il n'y a pas un projet de créer justement exactement. Une réserve fermée aux humains qui aurait une partie en France d'ailleurs, je crois que plutôt dans les Ardennes et qui déborderait sur d'autres pays. Il y a plusieurs initiatives. Il y a donc l'initiative de Francis Allais, qui est le célèbre botaniste français qui dédie sa vie aux forêts primaires et qui veut recréer, qui a un projet énorme de recréer une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Pour ça, il cherche, il entend faire au moins 70 000 hectares de forêt primaire. Par contre, ce qu'il dit souvent, c'est que les médias, en relayant sa volonté, disent que ce serait fermé à l'être humain, alors qu'en réalité, lui, il souhaiterait l'ouvrir à la promenade contemplative. D'accord. Il y a une autre initiative aussi, qui est une initiative de l'ASPAS, l'association de protection des animaux sauvages, qui souhaite recréer un couloir de vie sauvage qui traverserait d'est en ouest l'Europe, qui permettrait du coup aux animaux de se déplacer. Et pareil, en fait, certaines parties seraient ouvertes à la promenade contemplative. D'accord. Bon, alors ça c'est plutôt des notes un petit peu positives. C'est ça. Mais alors, donc ton thriller, alors dans tout ça. Mon thriller, il parle de la dernière forêt primaire d'Europe d'importance qui se trouve du coup en Europe de l'Est et qui est composée un petit peu de 3 parties. Il y a la forêt de Białowieża en Pologne, entre la Pologne et la Biélorussie. Il y a la forêt de Peruka en Bosnie-Herzégovine et puis il y a aussi tout le relief des Carpates roumaines. Là où se trouve l'intrigue de mon roman. D'accord. Alors de quoi ça parle en gros? Alors du coup le roman, ça suit un journaliste qui part enquêter sur l'exploitation illégale de cette dernière forêt primaire d'Europe et en Roumanie. D'accord. Ça se passe vraiment en Roumanie. D'accord. Et donc cette exploitation illégale, donc j'imagine que ça a trait à des choses qui se pratiquent, enfin. Ouais, tout à fait. Malheureusement, en fait, dès qu'il y a de l'argent à se faire, il y a des gens qui sont là pour en profiter. Et comme c'est une forêt qui est magnifique et qui est encore, en fait, elle est restée aussi préservée parce qu'elle est difficile d'accès. Mais du coup, il y a des mafias locales en fait qui vont et qui défrichent, qui coupent des arbres. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne profite pas qu'à une mafia locale, puisqu'il y a des géants de l'ameublement comme Ikea qui en profitent aussi. Donc ça, c'est un scandale qui a pas mal fait de bruit. C'est pas nouveau et voilà. Parce que moi, ce livre, je l'ai d'abord écrit en 2020 et il y a un documentaire qui est sorti encore l'année dernière. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ikea, le Seigneur des forêts sur Arte. Voilà. D'accord. Ok, alors oui, mais alors, pour revenir un petit peu aux forêts primaires, j'imagine qu'avant de recréer
j'ai une question un petit peu bête, mais une fois que la forêt primaire est abîmée, elle est abîmée. Enfin, une forêt primaire, ça se recrée pas, si. Si, parce que la nature a plein de ressources, mais du coup, ce qu'il faut, c'est la laisser et ne pas y toucher. Donc, c'est l'initiative de Francis Allais. Il est pour la libre évolution, c'est-à-dire qu'on n'ajoute rien et qu'on ne retire rien. Ouais. Et après, les choses se font très bien aussi sur un très long terme, alors. Ouais, alors il dit qu'il faudrait 6 siècles et 3 vagues de floraison. Qu'une forêt primaire soit sa pleine potentialité. Oh D'accord. Et du coup, oui, ce que je peux vous dire aussi sur la coupe illégale, c'est un chiffre qui est assez impressionnant, c'est que 15 à 30% du bois qui est commercialisé dans le monde est issu de la coupe illégale. Donc c'est vraiment... je pense que ça vaut le coup de s'arrêter sur ce nombre qui est vraiment... Même des coupes qui sont certifiées, mais qui... Oui, voilà, exactement. Parce que parfois, en fait, ils coupent dans des endroits qui sont illégaux, et en fait, ils vont immatriculer le camion comme provenant d'un autre endroit qui est légal. D'accord, et donc ton enquêteur un petit peu... ouais, alors il va se retrouver... alors lui, du coup, il part en Roumanie parce que, il va enquêter sur ce sujet. Il retrouve un correspondant roumain sur place. Ils vont aller dans cette forêt. Ils vont d'abord découvrir la forêt avec des gardes forestiers locaux. Donc ça, c'est des choses qui... il y a vraiment des gardes forestiers là-bas, pour le coup, qui essayent de protéger cette forêt et qui sont d'ailleurs face à des violences, des menaces, même parfois des meurtres. Je vais vous dire aussi un autre chiffre impressionnant, c'est qu'entre 2014 et 2020, il y a 6 gardes forestiers qui ont été tués en essayant de protéger cette forêt. Et il y a 650 victimes de violences qui ont été recensées dans ce cadre-là. Et en fait, pendant qu'ils suivent ces gardes forestiers dans la forêt, ils vont être encerclés par la mafia. Et les choses vont un peu dégénérer parce qu'ils sont en compagnie d'un homme qui a vu son fils se faire tuer par cette mafia. Et notre héros va s'enfuir dans la forêt et va être recueilli dans le manoir d'un homme qu'on surnomme le comte. Début de l'intrigue. D'accord. Et pour le coup, pourquoi les forêts de Dracula? Alors, tu en as parlé un petit peu au départ, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un lien avec le roman de Francis Francis? Il y a vraiment un lien fort parce que du coup, moi j'ai eu cette idée donc en lisant un article où il y avait des jeux de mots entre les deux, et je me suis dit il faut y aller à fond. Et du coup, j'ai relu Dracula et j'ai souhaité suivre la trame du roman. Et donc, si vous avez lu Dracula et que vous lisez le roman, vous allez retrouver en fait des éléments dans les noms des personnages, mais aussi dans le déroulé des choses. D'accord. Bon, super. Et alors, pareil, pour finir un petit peu sur une note un peu positive, à notre échelle, parce que quand on entend ça, est-ce que vraiment, ça fait partie de toutes ces informations qui font un peu désespérer. Est-ce que, à notre niveau, il y a un peu moyen de faire quelque chose? Tout à fait. Ce problème, il existe aussi parce qu'il y a de la surconsommation. C'est vrai que on a tendance à se dire qu'il faut, par exemple, changer de meubles, etc. Et parfois, peut-être que prendre de la seconde main, choisir de la seconde main, repeindre ses meubles, etc., ça peut permettre d'éviter ça. Donc, autant que possible, je dirais privilégier la seconde main. Et après, quand on doit acheter, faire vraiment attention à la provenance d'où vient son bois. Après, comme on l'a dit, c'est pas toujours évident, mais voilà, autant que possible. Et après, quand on n'est pas sûr de l'origine, mieux vaut éviter d'acheter. Et puis, il y a aussi autre chose qu'on peut faire, c'est de suivre des initiatives comme celle de Francis Allais ou de l'ASPAS, l'association de protection des animaux sauvages, parce que ce sont des belles initiatives citoyennes et je pense que ça vaut le coup de les suivre, de soutenir ça, parce que je trouve que c'est quand même très positif. Bon, super. Et alors, tu as d'autres projets d'écriture suite à ce premier roman? Tout à fait. Donc, je suis sur un tome 2 pour les forêts de Dracula. Donc, c'est un livre qui se lit, il y a une fin. Oui. Donc, je suis plutôt sur un tome compagnon, c'est-à-dire que je le pense comme un roman qu'on pourrait lire de façon indépendante. D'accord. Mais il y aurait quand même une suite dans le sens où ça reprend des personnages qui sont présents dans ce roman-là. Et ça va parler encore une fois des forêts. D'accord. Ça va parler d'un autre enjeu qui touche les forêts.
et toujours sur fond de légende. Donc là, j'ai choisi une autre légende. D'accord. Voilà, donc toujours un petit peu ce lien entre les deux. D'accord. Donc c'est en cours d'écriture. C'est tout à fait en cours d'écriture. Et j'aimerais bien, c'est vrai que j'ai un projet, j'aimerais bien écrire toute une série sur les forêts. Chaque roman qui aborde un problème, Ouais. une problématique auquel font face les forêts, ouais. et toujours au travers, à chaque fois dans un pays différent et au travers de la mythologie ou d'une légende. Bon, super, merci beaucoup Raphaël. Je ne sais pas si vous avez des questions peut-être. Est-ce que pour vous inspirer sur place, vous êtes allé voir les forêts de Roumanie ou vous êtes plus documenté à travers différents supports Une question très intéressante. Je souhaitais y aller, je souhaitais vraiment y aller, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu la pandémie du Covid. Du coup, j'ai été contrainte de rester chez moi, mais ça m'a permis d'écrire ce livre, et je me suis vraiment documentée énormément. En fait, j'ai voyagé par l'écriture, et je me suis tellement documentée que je sais qu'il y a des personnes qui sont allées sur place qui m'ont dit qu'elles retrouvaient quand même cette ambiance, donc j'étais assez contente. Mais ça fait partie des projets. Et pareil, quand je voyage, j'essaye aussi de prévoir un temps long et d'essayer de voyager en train et de passer vraiment du temps sur place, mais c'est vrai que c'est un projet. Cette passion un peu pour les forêts qui soient en fond de plusieurs œuvres comme ça, c'est parce qu'il y en a une par ici ou c'était comment c'est venu ou c'est voilà l'adolescence dans la forêt? Ouais, je pense que c'est un petit peu un mélange de tout. C'est vrai qu'ici on a la chance d'avoir plusieurs forêts. Du coup moi je viens de Rosny-sur-Seine, on a la forêt de Rosny-sur-Seine qui est quand même super grande et ouais, elle est vaste, elle est belle. Du coup j'ai une famille aussi qui m'a transmis le goût de la nature, des animaux. Et donc voilà, je pense que c'est un sujet qui me touche. Et en fait, en creusant ce sujet, en écrivant Les forêts de Dracula, c'est comme dans tout, on commence à s'intéresser à un sujet et on voit que ça débouche sur plein d'autres choses. Donc voilà, je pense que l'inspiration est sans fin sur ce sujet-là. D'autres questions? Est-ce qu'on parle des forêts, donc en lien avec le papier, est-ce qu'au niveau du secteur de l'édition, il y a une réflexion qui est en cours? Ou est-ce que c'est une discussion du coup en tant qu'auteur qui se préoccupe de la forêt que vous avez eue avec l'éditeur par exemple? Ouais, merci aussi, c'est vraiment intéressant comme question. C'est vrai que moi, quand j'ai sorti le livre, je me suis dit, j'écris sur les forêts, je vais pas publier sur un papier qui vient de forêts protégées par exemple. Donc j'ai fait très attention, j'ai fait toute une étude en fait sur les imprimeurs en France pour choisir un imprimeur qui était engagé, qui respectait des engagements écologiques, voilà. Et donc ce livre est d'abord sorti en auto-édition, donc j'ai choisi d'abord mon imprimeur et je me suis toujours dit que si j'étais éditée, je souhaitais que mon éditeur partage les mêmes convictions écologiques que moi. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été donc contactée par les éditions d'Andélion qui sont spécialisées dans l'écologie. Et voilà, donc l'éditeur est très très impliqué. Il est d'ailleurs fondateur du Low-Tech Journal, je ne sais pas si certains connaissent. Voilà, et du coup, vous pourrez toucher même le papier, vous verrez, je trouve qu'il est très agréable. Et pareil, donc c'est un imprimeur qui respecte ces engagements-là. Et après, à l'échelle de l'édition, parce que du coup, je travaille aussi dans l'édition et pour une grosse maison d'édition. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont abordés. C'est à l'heure actuelle pas toujours respecté parce qu'ils répondent aussi à ils ont aussi des questions économiques. Mais c'est quand même un sujet qui est de plus en plus présent. Et je sais que ça va être sur certains livres, sur certaines éditions, ils vont faire attention. Et en tout cas, il y a une volonté. Je vois qu'il y a une volonté d'aller en tout cas vers du papier géré plus durablement. Super. Très bien, merci beaucoup. Merci.